Bonsoir à tous et bienvenue dans la quotidienne info. Longtemps perçue comme un îlot de stabilité dans une sous-région secouée par la crise, la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui face à une réalité plus complexe, plus exigeante. Ses frontières ne sont pas seulement des lignes de séparation, elles sont devenues des zones de pression stratégique. Au nord, la menace est identifiée. Elle vient du Sahel, une bande sahélienne fragilisée par des coups d'État à répétition, une présence accrue de groupes armés, une économie criminelle transnationale en expansion, terrorisme, trafic d'armes, d'or, de drogue, migration irrégulière. Autant de dynamiques qui descendent progressivement vers les pays du Golfe de Guinée. Et la Côte d'Ivoire, malgré sa résilience, n'est plus totalement à l'abri des effets de contagion. Dans ce contexte, la question des frontières change de nature. Elle n'est plus seulement administrative, elle est devenue sécuritaire, économique, sociale et profondément politique. C'est dans ce climat que s'est tenue à Abidjan du 7 au 10 avril dernier une rencontre stratégique des acteurs ouest-africains en charge des espaces frontaliers. À l'issue de ces travaux, la plateforme d'échange et de coordination sur la gestion des espaces frontaliers en Afrique de l'Ouest, la PECOGEF, a formulé des recommandations fortes, faire des populations transfrontalières non plus des spectateurs mais des acteurs de la sécurité. Faut-il alors considérer leur sécurisation comme une urgence absolue ou accepter que ce soit un combat permanent, un défi de chaque instant? On posera toutes ces questions à notre invité Diakali Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Dans la grande actu également, ce soir, un débat de fond, un débat de société, un débat presque existentiel. Nation ou parti, qui passe avant? De plus en plus, ici comme ailleurs, une fracture s'installe. Le citoyen devient militant avant d'être national. La parole du parti prend le dessus sur celle de l'État. On applaudit quand son camp gouverne, on dénigre quand il est dans l'opposition. Résultat, la nation recule, le clivage avance, mais jusqu'où peut-on aller ainsi sans fragiliser le vivre ensemble? À quel moment avons-nous cessé de faire nation? Faut-il reconstruire ce sentiment d'appartenance? Et si oui, par qui, comment, avec quel levier? Le débat est ouvert et il sera mené en deuxième partie de soirée avec nos chroniqueurs en plateau, Dr Arthur Kamena-Yoboué, sociologue du politique, Shadrach Bogué, consultant en défense et sécurité internationale, Bewine Nguessan, juriste, Mohamed Nourdiarasouba, consultant en communication politique, des chroniqueurs avec qui nous ouvrirons la première, mais aussi la deuxième partie de cette émission. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci à tous d'être dans la quotidienne info. On ouvre la première partie avec l'invité de la quotidienne. L'invité de la quotidienne ce soir, c'est Diakali Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons décrypter une question devenue centrale, la gestion des frontières, la sécurité, la transhumance, la coopération régionale et surtout la capacité de l'État à anticiper plutôt que subir. Bonsoir Diakali Konaté. Bonsoir Alassane. Merci beaucoup d'être ce soir dans la quotidienne info avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure, nous parlerons donc de frontières et de tous les sujets connexes. Ça se fait ici, dans ce que nous appelons la grande actu. D'accord, c'est compris. La Côte d'Ivoire au cœur des enjeux frontaliers en Afrique de l'Ouest. Du 7 au 10 avril, Abidjan a accueilli l'Assemblée générale de la PECOGEF, la plateforme régionale dédiée à la gestion des espaces frontaliers. Au menu, sécurité, cohésion sociale, développement, mais surtout une urgence, mieux gérer des frontières de plus en plus sous pression. À l'issue des travaux, plusieurs textes adoptés pour renforcer le cadre juridique et opérationnel, avec une ambition claire, faire de la coopération transfrontalière un rempart face aux menaces. Le point avec Issa Koné et Moussa Nikema. Consolider l'ancrage institutionnel de la plateforme d'échange et de coordination de la gestion des espaces frontaliers en validant ces textes proposés, en structurant ces mécanismes de gouvernance et en adoptant une stratégie régionale intégrée de mobilisation des ressources. Tel était l'objectif de l'Assemblée générale de la PECOGEF, tenue du 7 au 10 avril dernier. Cette assemblée a réuni les représentants de 12 pays membres de la plateforme, dont la Côte d'Ivoire et plusieurs autres partenaires techniques et financiers. Le ministre en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, à l'ouverture de cette rencontre, a mis un accent particulier sur les enjeux majeurs qui sont porteurs d'opportunités. Il s'agit notamment de la persistance des menaces sécuritaires, les trafics illicites et les mobilités non maîtrisées, les tensions communautaires, la vulnérabilité socio-économique des populations et les déficits en infrastructures et services de base. Face à ces défis, l'État de Côte d'Ivoire a adopté en juin 2025 une politique nationale de gestion intégrée des frontières visant à faire des frontières ivoiriennes des espaces sécurisés, pacifiés, mieux gouvernés et vecteurs de développement pour les populations. La Côte d'Ivoire s'affirme ainsi comme un acteur central de la sécurité et de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest,
en plaçant la gestion des frontières au cœur de sa stratégie de coopération transfrontalière. Diakalidia Konaté, peut-on dire aujourd'hui que les frontières ivoiriennes sont réellement sous contrôle ou bien simplement sous surveillance? Merci Alassane. Et en Côte d'Ivoire, depuis la dernière décennie, la Côte d'Ivoire a pris des mesures, l'État a pris des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette frontière, surtout la frontière nord, est sécurisée. Nous avons également une implication des populations qui est assurée. Et nous avons également, bien entendu, une coopération transfrontalière que nous développons avec les pays voisins. Ces trois facteurs-là nous permettent aujourd'hui de dire que nos frontières sont sécurisées. Et vous parlez justement du nord de la Côte d'Ivoire, cette partie frontalière avec plusieurs autres pays, le Mali, le Burkina ou même la Guinée. On sait qu'il y a eu des attaques terroristes, notamment à ces frontières-là. La menace terroriste aujourd'hui, de votre avis d'expert, dans le nord de la Côte d'Ivoire, elle est maintenue ou bien tout simplement retardée? Non, la menace, elle ne peut pas disparaître. La disposition prise par l'État, c'est d'anticiper, de cantonner. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la menace, nous ne sommes pas dans une posture de réaction, mais nous sommes dans une posture d'anticipation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les menaces ne nous surprennent pas, nous ne subissons pas, nous sommes dans l'anticipation. Docteur Arthur Kamena Yoboué. Oui, d'abord, il faut saluer ce que j'appelle le leadership, le soft power de l'État ivoirien qui, on observe de jour en jour, affecte plusieurs secteurs d'activité. On a vu avec le secteur de l'énergie verte, aujourd'hui c'est la sécurité. La Côte d'Ivoire se positionne comme une plateforme stratégique en matière de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et je constate qu'on parle de frontières. L'une des choses que je souligne, c'est que d'abord les frontières, le défi majeur, ce ne sont pas forcément les frontières géographiques, mais ce sont les frontières sociales. À partir du moment où ce sont des individus qui ont du passé culturel, qui ont une histoire, qui se partagent à travers ces lignes de démarcation qui ont été tracées lors de la colonisation. Et que ces lignes qui traduisent des rapports de force, quand on regarde bien, qui ne répondaient pas réellement aux aspirations endogènes, mais plus aux aspirations exogènes. À partir de ce moment-là, la difficulté, c'est de pouvoir maîtriser ce flux culturel-là. Donc moi, en termes d'intégration, j'ai une question que je veux poser, puisque ce sont les acteurs majeurs, les populations. Et qui parle d'intégration parle de normes. Donc quand il y a des migrations avec les conflits, on constate que les populations se déplacent avec leur manière de faire, leur manière de penser, qui souvent peuvent être en porte-à-faux avec les cultures au niveau local. Donc moi, ma première question, c'est de comprendre, est-ce que dans la stratégie de sécurisation, les populations sont impliquées et à quel niveau elles sont vraiment impliquées pour faire face à toutes ces menaces terroristes? Alors, ce que je peux vous dire sur ce point, c'est que les frontières sont apparues au moment où il y avait des dynamiques socio-culturelles anciennes. Et les frontières sont venues scinder cette dynamique-là. Mais elles n'ont pas mis fin à cette dynamique. Donc la dynamique continue. Donc les populations, pour nous, avec le bassin de vie dans lequel elles sont, il y a une dynamique que nous entretenons. Et cette dynamique-là, à côté de la présence de l'État, qui est assurée à travers la Commission nationale des frontières, mais également tous les dispositifs sécuritaires à nos frontières. Donc, comme je l'ai dit au départ, la conjugaison de ces trois facteurs, l'implication des communautés dans la prise en charge de leur sécurité, et également le renforcement du renseignement sur le terrain et la coopération avec les États voisins, la coopération transfrontalière, fait qu'aujourd'hui, ces zones-là sont plus ou moins des zones pacifiées, des zones aseptisées. Très bien. Shadrach Bogué. Il faut dire déjà que les frontières aujourd'hui dans lesquelles nous vivons, nos États existent, ce ne sont pas des frontières qui ont été choisies, qui ont été tracées par les Africains, ce sont des frontières qui nous ont été imposées à l'issue de la conférence de Berlin de 1884-1885, où le territoire africain a été balkanisé et le périmètre territorial de nos frontières a été tracé sans nous demander nos avis et sans tenir compte de nos réalités. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences lorsque nous voyons toute la porosité des frontières qui en a découlé, qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité.
d'insécurité, de terrorisme, de criminalité transnationale organisée. Mais j'aimerais savoir au niveau, par exemple, de la Commission nationale des frontières, comment cela est pris en compte, surtout au sein de la politique nationale de gestion intégrée des frontières. Alors, concernant la porosité des frontières, nous sommes sortis de ce lexique de porosité des frontières. Nous considérons que ce sont des zones ciblées de vulnérabilité. Et les zones ciblées de vulnérabilité aux frontières, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une vie à la frontière. C'est un bassin de vie, il y a une dynamique à la frontière. Il y a des mouvements à la frontière. Donc, et de part et d'autre de la frontière. Donc, on parle de transfrontalité. Donc, cette transfrontalité existe. À partir du moment où il y a une vie, nous détectons au niveau de la Commission, au niveau de l'État, les zones de vulnérabilité. Donc, quand elles sont identifiées, elles sont traitées et sont suivies progressivement. Donc, pour nous, il n'y a pas de porosité à nos frontières parce que tous les acteurs sont impliqués dans la gestion de la frontière. Population, fonctionnaires, agents de contrôle de l'État, les organisations professionnelles, en face de nous, les voisins, les villages miroirs. Donc, avec cette coopération que nous installons, nous pensons qu'aujourd'hui, on ne parle pas de porosité, mais on parle de vulnérabilité ciblée à nos frontières et qui sont prises en charge progressivement par l'État. Merci, monsieur. Mohamed Nour. Monsieur le secrétaire, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire partage environ plus de 3000 km de frontières avec 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Libéria et le Ghana. Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans la sous-région, certains pays, même africains, n'ont pas matérialisé environ 40 à 50% de leurs frontières. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel est le réel niveau de matérialisation du pays? Parce que vous savez que quand on n'a pas vraiment matérialisé nos frontières, il y a des zones qui sont difficiles à contrôler, ce que vous allez appeler des zones grises. Donc nous, aujourd'hui, on a quel niveau de matérialisation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Merci, c'est une question intéressante parce que dans l'opinion, la commission est faite seulement que pour matérialiser. La commission va au-delà de la matérialisation, elle va également dans le domaine du développement des zones frontalières, mais également de la coopération transfrontalière. Mais ces deux points ne peuvent être développés que si la frontière est matérialisée. Donc ce sont des lignes, pas de défense, mais des lignes de prévention qui sont entretenues par l'État. Et au niveau des travaux de la Commission, nous sommes, on peut dire, à 30%, parce que nous sommes très avancés avec le Mali, avec la Guinée. Nous sommes très avancés avec le Ghana. Prochainement, nous allons pour réceptionner les premières bornes de réaffirmation de notre frontière. Avec le Libéria, très bientôt, nous allons installer la commission. Avec le Burkina, on était à 2/3 des travaux terminés, mais il y a eu quelques hiccups dans nos travaux. Donc nous allons nous asseoir à nouveau encore, retravailler les dossiers, disons les archives coloniales et essayer d'avancer sur le dossier avec le Burkina. Pardonnez-moi, mais quelles sont les zones où c'est un peu plus complexe aujourd'hui? Non, les zones, il n'y a pas de zone complexe, mais vous savez que la Côte d'Ivoire et les voisins, les anciennes colonies françaises, n'ont jamais eu de frontières. N'ont jamais eu de frontières. Donc c'était des limites administratives qui étaient gérées par des gouverneurs, par en fait des gouverneurs coloniaux. Donc aujourd'hui, il nous appartient, sur la base des archives coloniales, de tracer ces lignes-là, sur la base des cartes que nous avons eues à l'Institut géographique de France, de tracer ces lignes. Mais il faut qu'au sein d'une commission mixte, nous puissions nous entendre pour pouvoir les tracer. Alors, la plupart de ces frontières sont des frontières naturelles parce que, pour des besoins de la cause, le colon n'a pas voulu franchir les limites naturelles. Donc, il s'est limité à certains niveaux. Mais pour certains espaces, ce ne sont pas des limites naturelles. Donc, à ce niveau, souvent, il y a des problèmes d'interprétation des textes qui apparaissent dans les États, ce qui est tout à fait normal. Mais comme nous avons décidé d'aller dans la voie de la négociation, de la mise en place d'une commission mixte pour tracer notre frontière, donc les négociations continuent toujours dans le cadre de cette commission mixte
avec nos voisins. Et nous avons installé toutes les commissions mixtes. Est-ce qu'au-delà justement de ces interprétations que chacun de son côté peut avoir sur les frontières, est-ce que ces dernières années, les hicks dont vous faites allusion avec le Burkina Faso ont été accentués avec les divergences de vues, notamment diplomatiques et politiques qu'il y a entre les deux pays? Non, pas du tout, pas du tout. Le dialogue continue entre les commissions, nous travaillons toujours ensemble. En fait, aujourd'hui, les travaux de la commission ne peuvent pas être empêchés, parce que c'est une commission qui a été mise par le gouvernement depuis 2014. Donc ces commissions-là, nous travaillons, mais souvent on peut être confronté à des questions de mobilité, par exemple. Donc ces questions de mobilité peuvent empêcher la tenue d'une réunion à tel endroit, à tel endroit. En dehors de cela, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique pour pouvoir reprendre nos travaux et finaliser le tracé avec le Burkina Faso. Les Burkinabés ont enlevé des humanitaires ivoiriens à la frontière nord avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent, vous, au niveau de la Commission? Est-ce que vous vous dites que nos travaux n'ont pas vraiment abouti et c'est ce qui engendre des incompréhensions pareilles? Puisqu'on voit beaucoup de phénomènes de ce genre où l'un se plaint que l'autre a franchi ma frontière et l'autre aussi dit pareil, surtout qu'il y a des opérations militaires dans cette partie du pays. Alors, dans le principe... un humanitaire dans une zone frontalière, même le franchissement d'une frontière assez formelle ne devrait pas poser de problème. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que nos travaux ne sont pas finalisés avec le Burkina. Donc aucun État aujourd'hui ne peut se prévaloir d'un tracé formel sur la base d'un traité entre deux États. Donc il n'y a pas. Donc en absence de ce traité-là, bien entendu, il y a un peu de spéculation, mais la réalité, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît parce que, au-delà des considérations juridiques, on a des considérations sociologiques, anthropologiques, on a des acteurs de terrain, on a des villages qui sont habités et on sait l'origine de ces villages. Mais cela n'est pas suffisant. Ça, c'est un principe d'effectivité. Ce qui est important pour nous, c'est d'achever cette matérialisation. À partir de ce moment, on pourra se prévaloir d'un franchissement de droit ou de fait d'une frontière. Pour le moment, on ne peut pas parler de ça. Diakali Diakonaté, merci beaucoup pour ces premiers éclairages dans la quotidienne info. Vous restez avec nous. On va suivre NCI News présenté ce soir par Evelyne Débat. Et on se retrouve pour la suite de la discussion. À tout de suite. La saison 6 des Femmes d'ici accueille une nouvelle chroniqueuse, une personnalité affirmée. Ah, ça va super bien. Je suis heureuse d'être avec vous et de retrouver tous les chers téléspectateurs et téléspectatrices de NCI. Les Femmes d'ici parlent aussi d'éducation. Mais il y a le comportement que l'enfant a à la maison et il y a le comportement que l'enfant adopte quand à l'école. Prends ton savoir et moi, en tant que maman, c'est mon rôle de te dire, écoute, j'ai payé cette école-là, par exemple, mais je ne peux pas t'acheter des baskets à 70 000 francs. Au menu, des témoignages. Elle avait quelque chose à me faire remarquer. Elle a dit, mais je constate que tu rentres tard. C'est vrai que tu cherches de l'argent pour prendre soin de nous et ta famille, mais ça peut avoir un impact dramatique après. Ça m'a beaucoup fatigué dans mes relations. Ici, on se remet en cause. Si moi, je savais que le produit allait me donner mamie, je n'allais même pas toucher le produit. Il y a des réponses qui instruisent. Si je fais une procédure pour avoir une autre nationalité, je perds ma nationalité. D'accord. Le problème, c'est quoi avec les hommes actuels? Les hommes veulent que les femmes soient comme les femmes d'hier, mais eux ne veulent pas être comme nos parents d'hier. Suivez les Femmes d'ici du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI. Nestor, tu es l'un des rares privilégiés à connaître le sanctuaire du Grand Esprit. Papa, c'est fini, j'ai du travail. Oh, Grand Esprit, je te remercie pour tout ce que tu fais pour mes enfants. Mais ton truc là, c'est réel, hein? Mon fils a eu du travail. Un bon poste en plus. Mon magazine ne marche plus. Junior perd son emploi. Quoi? Papa a signé un pacte avec le diable. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que tu m'as dit, Tieni. Toi, tu as vu quoi d'anormal là-bas? Tieni. Non. C'est quoi ça? Grand Esprit, aujourd'hui, j'ai enterré un gros pilier blanc pour toi.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire. Pour commencer, nous parlerons de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne avec la tenue de la 9e session du dialogue de partenariat axé sur la paix, la sécurité et le climat des affaires. Protection de l'enfant. La ministre Nassineba Touré au chevet d'une fillette victime d'abus sexuels avec l'assurance d'un suivi médical et social renforcé. Et puis mandat d'arrêt international contre Kémy Séba, arrêté en Afrique du Sud à la demande du Bénin. Il est poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État béninois et incitation à la rébellion. Mais avant de développer ces titres, cette information réunie avec un score record, le président Denis Sassou Nguesso a été officiellement investi ce jour pour un 5e mandat à la tête du Congo. Une cérémonie solennelle marquée par la présence de plusieurs chefs d'État africains et de nombreuses autorités du continent venus témoigner leur soutien et réaffirmer les liens de coopération entre les nations africaines. La Côte d'Ivoire a pris part à cette cérémonie d'investiture à travers son vice-président Tiemoko Miele Kone qui représentait le chef de l'État ivoirien à cet événement d'envergure continentale. Cette participation traduit la volonté des autorités ivoiriennes de consolider les relations diplomatiques avec le Congo et de renforcer la coopération entre les États africains dans un contexte régional en constante évolution. Et pour renforcer les liens et consolider les acquis, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne poursuit sa dynamique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part ce jeudi à la 9e session du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune de consolider une coopération axée sur des enjeux stratégiques majeurs, notamment la paix, la sécurité et l'amélioration du climat des affaires. Pierre Dipomela. La 9e session du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'est ouverte à la primature au plateau en présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Cette rencontre s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de bâtir un partenariat plus fort, dynamique et plus efficace au service des populations. Sur le plan économique, l'Union européenne demeure le premier partenaire commercial, investisseur et bailleur de la Côte d'Ivoire, avec des échanges atteignant 13 milliards d'euros en 2024. Les acquis de plusieurs décennies de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont aujourd'hui tangibles. L'Union européenne demeure un partenaire de premier plan, tant sur le plan commercial que dans l'accompagnement du développement national. Cet accompagnement soutenu de l'Union européenne, conjugué à l'excellente qualité de la collaboration qui caractérise nos relations, constitue non seulement l'exemplarité de notre partenariat, mais également la volonté partagée des deux parties de promouvoir un avenir fondé sur la prospérité, la stabilité et le progrès durable dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a quant à lui mis en avant la solidité d'un partenariat vieux de 65 ans, marqué par la stabilité, la prévisibilité et les bénéfices mutuels. La fiabilité du partenariat qui lie l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, cela n'a pas de prix. Et nous savons en retour que la Côte d'Ivoire, puissance stabilisatrice en Afrique de l'Ouest, partage cette conviction. C'est en cela que notre partenariat revêt une dimension d'abord et avant tout politique, si ce n'est stratégique. Les discussions de cette 9e session portent principalement sur 2 axes prioritaires, à savoir la paix et la sécurité, ainsi que le climat des affaires, avec pour objectif de renforcer la stabilité régionale et d'accélérer les investissements en faveur d'une croissance durable.
L'heure est au bilan au Conseil d'État, bilan, perspective et consolidation des acquis. C'est le thème du séminaire organisé par cette institution depuis hier pour interroger son fonctionnement et planifier l'avenir. L'institution a enregistré plus de 4000 affaires entre 2020 et 2025 et rendu 2662 décisions. Son président Yao Kwaku Patrice s'est félicité de cette dynamique. Le reportage de Salif Yalekwe et de Tanguy Kono. Grand Bassam, la métropole du Sud Comoroé, abrite un séminaire bilan des activités du Conseil d'État. Présidents d'institutions judiciaires, magistrats, greffiers et autres experts participent à ce rendez-vous de la première capitale historique du pays. Moment privilégié pour le premier responsable du dit Conseil de faire un point de la période 2020-2025. Au cours de la période 2020-2025, le Conseil d'État a enregistré 4457 affaires. Ces chiffres montrent la haute croissance de nos saisines et mettent en évidence l'intérêt des justiciables pour la juridiction administrative, en même temps qui traduit la confiance de plus en plus forte en notre institution. Combien d'affaires ont été réglées au cours de cette période? 2662 affaires. Quant au plan institutionnel, l'on note également des avancées significatives. Autonomisation matérielle du Conseil d'État. À ce titre, nous avons mené et pris des mesures suivantes. Installation du Conseil d'État dans son nouveau siège au Vallon, avec une salle d'audience qui lui est propre, une salle de délibération et un espace dédié aux cérémonies. La réhabilitation des locaux initiaux de la 7e tranche, la dotation des membres de la Cour et du greffe ainsi que du service social en véhicules de fonction, l'acquisition de matériel informatique et l'équipement des bureaux pour les rendre fonctionnels. Le Conseil d'État est l'une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Il est la plus haute juridiction administrative. Il veille à l'application de la loi, parle juridiction administrative et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics. Il exerce des attributions contentieuses et consultatives. L'institution compte aujourd'hui 145 membres, dont 34 magistrats, 19 greffiers et 56 agents interministériels. La protection de l'enfant reste une priorité pour les autorités. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, s'est rendue ce jeudi au chevet de Déborah, une fillette de 3 ans victime d'abus sexuels. Au terme de la visite, la ministre a rassuré sur l'état de santé de l'enfant et a indiqué que ses services feront le suivi médical et l'accompagnement nécessaire à sa prise en charge. Le reportage de Moussa Nikema et de Joseph Sicré. Service des urgences obstétriques du CHU de Trècheville. À l'arrivée, Nassineba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle visite une pensionnaire de l'hôpital, Déborah, 3 ans, survivante d'un abus sexuel. Prise en charge par les services de santé, l'enfant se porte aujourd'hui mieux. La petite se porte bien aujourd'hui. Nous n'allons pas donner trop de détails, mais la petite a eu un moindre mal parce qu'il y a eu une réaction rapide des services de gynéco. Nous remercions la promptitude avec laquelle nos équipes ont pu gérer cette situation. Au niveau médical, nous allons continuer de suivre la petite. On a dit, les enfants sont soignés au CHU de Trècheville gratuitement de 0 à 5 ans. Mais elle particulièrement, elle est devenue maintenant une fille du CHU de Trècheville. Nous allons la suivre gratuitement pour tous ses soins. Au sorti de sa visite, l'émissaire du gouvernement se dit encore plus motivé à lutter contre toutes les formes de violence. Moi, je ne suis pas désolée. J'ai plutôt un courage renforcé pour que ce genre d'action ne se tienne plus en Côte d'Ivoire. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je voudrais dire que notre petite fille Déborah va très bien. Malheureusement, effectivement, la partie désolante, c'est la violence d'un enfant sur un enfant. Et cet enfant devrait être pris en charge et sera pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Et on sera accompagné par le ministre Demba Pierre pour s'occuper du petit. Il a 12 ans et il a besoin d'être aidé par l'État de Côte d'Ivoire. La ministre a assuré que les prises en charge physiques et psychologiques seront entièrement couvertes
par le gouvernement. Renforcer la suivi des nouveau-nés et offrir une chance supplémentaire aux bébés les plus fragiles. Tel est l'objectif poursuivi par les autorités sanitaires en inaugurant 2 unités de soins mère kangourou. Ces unités fondées sur la technique du contact peau à peau entre la mère et son nourrisson permettent de stabiliser et de favoriser le développement des bébés prématurés ou de faible poids. Elles ont été installées à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo ainsi qu'à l'établissement public hospitalier départemental de Tia-Salé. Les explications de Faltia Koulibaly et de Cheikh Bleu. Sensibilisation sur la pratique des soins mère kangourou et remise de médicaments. La santé infantile est au cœur des préoccupations ici à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à l'occasion de l'inauguration de 2 unités de soins mère kangourou dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Nous avions déjà une salle néonatalité pour accueillir notamment les bébés prématurés. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle salle kangourou, cette unité de soins permet d'accueillir 4 mères avec leurs nourrissons. Et elle est équipée donc d'une literie, de tout ce qu'il faut pour pouvoir y vivre. Malgré les efforts consentis, la prématurité et le faible poids à la naissance restent responsables de 36% des décès néonatals. Chaque année, trop de nouveau-nés perdent la vie au cours de leurs premiers jours, souvent en raison de soins insuffisamment adaptés à leur vulnérabilité. Cette réalité nous rappelle l'importance de renforcer la qualité des soins obstétricaux et néonatals, conformément à la stratégie nationale de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, portée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les objectifs à nous assignés d'ici à 2030 sont d'abord de passer le taux de mortalité maternelle en dessous des 70 pour 100 000 naissances vivantes. Pour rappel, nous sommes actuellement à 385. Ensuite, d'éliminer les décès évitables des nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. Et enfin, de ramener la mortalité néonatale de 30 à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus. Au total, 22 unités de soins mère kangourou ont été déployées dans 6 des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, avec en appui un centre national de référence à vocation sous-régionale pour les pays francophones. Entre 2019 et 2025, ce dispositif a permis de sauver 7053 nouveau-nés sur 7741, soit un taux de survie remarquable de 91%. Une avancée significative qui témoigne de l'efficacité de cette approche dans la lutte pour la survie des nourrissons les plus vulnérables. Valoriser les métiers techniques et préparer les talents de demain. L'enseignement technique se met en vitrine. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique a lancé le 14 avril dernier la première édition du Salon national de l'enseignement technique, un rendez-vous inédit dédié à la promotion de la formation professionnelle. Prévu le 25 avril prochain au lycée technique d'Abidjan-Cocody, cet événement ambitionne de soutenir l'industrialisation du pays à travers le développement des compétences technique. Le reportage de Pierre Dipomela. Le Salon national de l'enseignement technique SNET, dédié à la valorisation des métiers, dont l'édition inaugurale est prévue le 25 avril au lycée technique de Cocody. Elle sera présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est l'information donnée lors du lancement de l'événement. Une institution du ministre délégué, Jean-Louis Moulot, en charge de l'enseignement technique. Ce qui a motivé cette initiative, c'est la volonté de mettre en avant tous les efforts qui ont été déployés ces dernières années par le gouvernement du président de la République Alassane Ouattara pour offrir un cadre d'instruction à nos jeunes, un cadre adéquat avec une politique de rénovation et de construction d'établissements techniques et d'équipement également des laboratoires. Cela mérite d'être mis en valeur et de présenter à la jeunesse ivoirienne toutes les opportunités qui résident dans les filières techniques qui sont des filières d'avenir pour la politique d'industrialisation de notre pays. Ce salon, selon le promoteur, s'inscrit dans la stratégie de transformation de l'enseignement technique en moteur de développement économique. Il va adresser la question de l'orientation, de l'innovation et de l'adéquation formation-emploi.
Une nouvelle affaire judiciaire retient l'attention en Afrique de l'Ouest. Arrêté en Afrique du Sud lundi, Kémy Séba est visé par un mandat d'arrêt international émis par le Bénin. Il est poursuivi pour apologie de crime et contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. Salif Yalekoui. L'influenceur panafricaniste Kémy Séba, visé par un mandat d'arrêt au Bénin, qui l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre, a été arrêté en Afrique du Sud, où il fait l'objet d'une procédure d'extradition en cours, a annoncé jeudi la police locale. À la tête de l'ONG baptisée Urgence panafricaniste, est connu pour ses diatribes radicales contre la France et les pouvoirs africains alliés de Paris, il a été arrêté lundi en compagnie d'un fils pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo, selon le communiqué de la police sud-africaine. De son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo Chichi, il compte 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et est poursuivi au Bénin pour apologie des crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. Né franco-béninois, Kémy Séba, 44 ans, a été déchu de sa nationalité française en 2024 et soutient les régimes militaires issus de coups d'État au Sahel, hostiles à Paris et proches de la Russie. La junte nigérienne lui a octroyé un passeport diplomatique. D'après la police sud-africaine, le duo père-fils avait l'intention de poursuivre sa route vers l'Europe depuis le Zimbabwe. Leur comparution a été rapportée le 20 avril 2026 et ils ont été placés en détention provisoire, une procédure d'extradition étant en cours. Une source à la présidence béninoise contactée par l'AFP a précisé que le Bénin est en train de prendre les dispositions pour qu'une délégation se rende sur place pour les formalités en vue de son extradition. Fin de ce journal de la rédaction de NCI. Je vous laisse en compagnie d'Alassane Drabo pour la suite de La Quotidienne Info. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Avec l'application Canal+ incluse dans votre abonnement, votre expérience ne s'arrête jamais. Accédez instantanément à plus de 50 000 programmes en replay et plus de 300 chaînes en direct quand vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant et activez gratuitement votre compte pour continuer à profiter d'un monde de divertissement illimité sur tous vos écrans. Le coffre magique revient pour une nouvelle saison avec plus de surprises, plus de suspense et plus de défis. Soyez les bienvenus sur le plateau du coffre magique. Le coffre magique passe à la vitesse supérieure. Pour cette nouvelle saison, de nouvelles règles, des défis encore plus intenses et surtout jusqu'à 3 millions de francs CFA à gagner. Entre culture générale, stratégie et hasard, les candidats devront faire les bons choix pour s'asseoir dans le fauteuil magique. Ne manquez pas le plus grand jeu télévisé de culture générale de Côte d'Ivoire du lundi au vendredi à 17h30. Nous vous servons l'essentiel de l'actualité sportive. Analyser, décrypter, découvrir, comprendre. Toute l'actualité sportive en une seule dose. Dans tous les stades, sur tous les terrains, toutes les performances sont passées en revue. NCI Sport Express, lundi et jeudi à 21h15, exclusivement sur NCI.
Parce que le style ne s'improvise pas, ici, on ne parle pas de vêtements, on parle d'attitude, de ceux qui savent marcher comme s'ils possédaient le monde. J'ai entrepris de faire un Kimberly Trap Ivoire. Dans ce monde de rap game où Imra, Didibé, Baudouin nous empêchent de vivre. Et de ceux qui essaient encore de comprendre la différence entre beige sable et beige lin. Je les maîtrise pas. Qui les maîtrise? Ici, c'est Mood by EK, là où tout le monde veut être tendance, mais où beaucoup ont du mal. Tous les samedis à 18h40 sur NCI. Et nous voilà de retour dans la quotidienne info en plateau avec moi ce soir. Mohamed Nourdia Rassouba, consultant en communication politique. Shadrack Bogué, consultant en défense et sécurité internationale. Dr Arthur Kamenan Yobo, lui, sociologue du politique. Bewidne Guessan, juriste. Et puis l'invité de la quotidienne, Diakali Diakonaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, avec qui nous évoquons de fond en comble la question des frontières ivoiriennes. On apprend notamment ce soir qu'il ne convient plus de parler de porosité des frontières. Bewidne Guessan, avant la pause, c'était à vous d'intervenir. Je voudrais dire merci aux représentants de la commission. Une commission née il y a quelques années avec le décret 2017-462 du 12 juillet 2017 et qui a un bon bilan d'ailleurs. Mais il y a une interrogation, une question qui n'a pas été abordée, je pense. On nous a parlé des frontières du Nord, des frontières terrestres en général, mais qu'en est-il des frontières maritimes ou aériennes? N'a-t-on pas de danger à ces frontières? Ou est-ce que la Commission travaille sur ce sujet? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Merci beaucoup. Alors, je voudrais planter le cadre juridique institutionnel de la Commission d'abord. La Commission nationale des frontières est logée à la primature pour des besoins de transversalité et comprend en son sein 26 ministères et structures. Donc, une large gamme de structures de l'État, de représentants de l'État qui siègent dans la Commission. Et la Commission traite des questions de frontières aériennes, frontières maritimes et frontières terrestres. Pour revenir à la frontière maritime, vous savez que nous avons eu à la TIDM, le Tribunal international du droit de la mer, une décision du tribunal qui délimitait la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et aujourd'hui, les deux commissions, disons la commission mixte de réaffirmation de la frontière et de délimitation de la frontière maritime avec le Ghana, nous sommes en train de travailler à matérialiser cette frontière maritime. Donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Et le deuxième dossier sur le maritime ghanéen, nous sommes en train de travailler avec la partie ghanéenne sur une convention, un accord cadre de coopération en matière de partage de ressources si nous découvrons une ressource pétrolière ou toute forme de ressources naturelles dans cette zone, dans cette bande frontalière-là. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, de sorte que quand il y a une découverte, nous puissions avoir un cadre pour traiter ces questions-là. Donc anticiper sur les crises éventuelles ou les conflits éventuels. Donc avec le Libéria, nous allons installer la commission très bientôt maritime en Côte d'Ivoire et démarrer les travaux, définir la méthodologie de travail pour traiter de ces questions. Mais à l'intérieur de la question de la délimitation, il y a la coopération transfrontalière sur cette bande-là. Mais il faut savoir que l'espace maritime est régi par d'autres instruments juridiques. Voilà. Et avec une répartition bien particulière. Et la Commission nationale des frontières, elle s'occupe de la ligne frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est échange, activités transfrontalières entre ces deux États. Et bien entendu, avant d'arriver à la frontière, on traverse, on traverse la frontière pour aller dans un autre État. Donc il y a des activités séditieuses qui sont sur cet espace-là, mais l'État a pris des dispositions et il y a un secrétariat au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, secrétariat
permanent de l'action de l'État en mer qui se charge de la gestion de la régulation de l'espace maritime. Mais nous nous occupons exclusivement de toute la ligne frontière maritime avec nos voisins. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui échappe à l'État de Côte d'Ivoire dans les zones frontalières? Alors, la Côte d'Ivoire est dans une stratégie, dans une approche anticipatrice, proactive. Donc aujourd'hui, nous avons la maîtrise entière de notre territoire parce que nous avons des communautés, nous avons la présence de l'État et nous avons également un dispositif sécuritaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir les informations. Parce que le plus important, on ne peut pas empêcher des incidents ou des troubles aux frontières. Notre capacité à les gérer, à les identifier, à les gérer, c'est cette capacité-là que nous apprécions. Parce qu'il n'y a pas de frontières sans incident dans le monde. Mais c'est votre capacité d'abord à avoir les informations, et nous avons cette capacité, notre capacité à traiter et à faire le suivi de ces incidents-là, pas en interne, mais avec le voisin. Parce qu'il faut savoir qu'une frontière ne se gère pas seule. Une frontière se gère avec un voisin. Et nous avons de très bonnes collaborations avec nos voisins pour gérer de toutes les situations qui peuvent survenir dans la bande frontalière. Et justement, vous parlez de sécurisation de la bande frontalière. Est-ce qu'on peut réussir à sécuriser les zones frontalières sans, au préalable, les avoir développées? Bien entendu. C'est un axe important qui fait partie des 3 piliers de la politique nationale de gestion intégrée des frontières adoptée par le gouvernement. On a la sécurisation des frontières, on a le développement des frontières et on a la matérialisation des frontières. Et en dessous, on a la coopération transfrontalière, qui est une sorte de diplomatie coutumière entre les communautés, ou une sorte de diplomatie administrative entre les structures de l'État de part et d'autre des 2 frontières. Très bien. Docteur Arthur Comenan. Oui, je me réjouis que l'individu, la population soit au cœur de tout ce dispositif-là. Et à ce niveau-là, je voudrais aussi poser une question, de comprendre dans le sens de la matérialisation des frontières. Est-ce que, puisque ce qui a été fait se base sur le passé colonial, est-ce qu'actuellement dans la délimitation, pour la première question, est-ce qu'il y a des zones qui continuent de faire l'objet de litiges, de réclamations de part et d'autre des pays? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai observé que lors du forum des frontières d'Abidjan précédent, il y avait le ministre Vagongo qui avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il dit que la Côte d'Ivoire restera un partenaire actif et résolu dans la préservation de la stabilité régionale et de l'accompagnement de toutes les initiatives favorisant l'intégration nationale. Et il avait souligné à sa suite que à ce forum-là, il y avait, ce qu'il faisait, c'était au-delà des accords, c'était des alliances. Le thème qu'il avait utilisé, c'était « Nous tissons des alliances humaines ». C'est ça, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je voudrais vraiment comprendre, à partir du forum précédent, qu'est-ce qui a été mis et la stratégie qui a été déployée au niveau du renforcement des alliances qui ont été tissées. Merci. Alors, pour rebondir rapidement sur la deuxième question, Abidjan Border Forum 2026 se tiendra au mois d'octobre. Et le thème qui a été choisi par le comité scientifique, c'est le peuple aux frontières. Nous savons que l'implication des communautés aux frontières est la base de l'intégration. Et il y a dans ces zones frontalières-là des hommes qui vivent, des cultures, des dynamiques transfrontalières, socio-économiques, culturelles et même politiques, bien entendu. Donc aujourd'hui, il nous appartient de développer à travers la stratégie de mobilisation communautaire. Et nous avons, au niveau de la Commission nationale des frontières, développé ce qu'on appelle des comités de veille et de sensibilisation. Nous avons également développé une ingénierie entre les communautés en installant des groupements locaux de coopération transfrontalière avec les villages miroirs, avec les localités miroirs, avec les circonscriptions administratives miroirs. Donc tout cela contribue à dynamiser ce bassin de vie qu'est la frontière. C'est ce que je peux dire sur cette question. Maintenant, la première question, revendication, bien entendu, nous n'avons pas fini l'exercice de la délimitation. Elle continue. Et même quand elle est délimitée, comme elle a été faite avec le Ghana et le Libéria, qui appartenaient à d'autres colonies anglaises, le Libéria était un État en ce moment-là, quand il a signé le traité de matérialisation avec la France. Le Ghana, côté Ghana, c'était la Grande-Bretagne et la France. Ces frontières-là sont matérialisées et sont consignées dans des traités.
Mais il faut savoir que le changement climatique, l'effet des hommes, la manipulation, amène souvent à ne plus reconnaître la limite ou les lignes véritables. Les bornes peuvent disparaître, les bornes peuvent être démantelées. Donc souvent, dans l'appréciation, les agents de l'État, il y a souvent quelques incidents avec le voisin. Et pour les autres frontières, qui sont les limites administratives de l'ancienne colonie de la France, tant que nous n'avons pas achevé le processus de matérialisation de la frontière, il va toujours ressortir des revendications ici et là, mais que nous gérons parce que les commissions travaillent toujours ensemble, on déploie les équipes ensemble, on fait la sensibilisation dans les zones de conflit ensemble. Et cette année, pour la Journée africaine des frontières qui aura lieu au mois de juin, nous allons rencontrer nos parents du Mali, en Gandana, dans le département de Bengué. Nous allons rencontrer nos parents de Tagadi, qui font frontière avec le Ghana. Et nous allons rencontrer nos parents à Koulale, où se trouve la localité de Kpeyaba, qui fait souvent l'objet de revendications par les voisins guinéens. Donc, toutes ces zones-là sont traitées à travers la sensibilisation, l'implication des communautés dans la construction de la coexistence pacifique avec le voisin. Très bien. Shadrack? Monsieur le secrétaire exécutif, ma question va suivre la même dynamique des éléments de réponse que vous avez donnés tout à l'heure. Vous avez évoqué la question de Abidjan Border Forum, qui est un forum d'abord que je salue. C'est un symposium qui permet la réflexion et qui hisse d'ailleurs Abidjan, la Côte d'Ivoire, en tant que hub stratégique, centre névralgique de la réflexion stratégique en ce qui concerne la problématique des frontières. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que les conclusions, les réflexions qui sont menées au sein de ce forum, au sein de ce symposium, est-ce que ces réflexions-là ne restent pas dans les tiroirs? Comment elles se matérialisent? Comment on met cela en œuvre? J'aimerais avoir toute la lumière sur cette question-là. Merci beaucoup. Alors, quand on finit le forum, quand on finit un forum, on a ce qu'on appelle les actes du forum. Et les actes du forum sont diffusés auprès des États membres. Et tous les États membres de l'Union africaine, aux communautés économiques régionales et également aux États membres. Mais en plus de cela, l'appropriation se fait non seulement au niveau des États, mais se fait au niveau de l'Union africaine qui est porteur du programme frontière de l'Union africaine. Donc qui incite les États à mettre en œuvre les recommandations du forum. Et cette année, l'Union africaine, disons l'année dernière, l'Union africaine a institutionnalisé ce forum organisé avec la Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment-là, le Abidjan Border Forum devient un instrument continental qui implique le haut niveau de l'Union africaine, mais qui équipe également le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le traitement de toutes les questions liées à la gouvernance des frontières. Très bien. Mohamed Nour. Monsieur le secrétaire exécutif, on le sait aujourd'hui, la CEDEAO, c'est qu'environ 400 millions de personnes. C'est ça. Et la même CEDEAO aujourd'hui prescrit donc la liberté de circuler des biens et des personnes. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont assez modernes pour identifier ces personnes-là qui rentrent et qui sortent, donc ces flux-là de personnes qu'on a à nos frontières ivoiriennes? Merci. C'est une question intéressante parce que ça me permet de parler des efforts engagés par l'État depuis, je crois, depuis 15 ans, des efforts de modernisation de nos frontières, les efforts de présence de l'État aux frontières, mais également des efforts de maillage des dispositifs sécuritaires à nos frontières. Il y a des efforts de biométrisation à nos frontières. Il y a des efforts au niveau, ça c'est le travail de la Commission nationale des frontières, à partir du moment où la Commission regorge à son sein de tous les services, police, gendarmerie, douane, l'armée, la santé. Donc, nous créons un cadre de dialogue de sorte que les échanges ou le passage des personnes ou des marchandises puissent être fluides. Donc, il y a des efforts au niveau des agents, mais la technologie vient également, l'État a mis la technologie à la disposition de ces points d'entrée, mais ce n'est pas encore achevé, nous sommes dans le même processus. Donc, cette progression-là, ce traitement progressif, je pense que dans 5 à 10 ans, la Côte d'Ivoire aura fait un maillage total de son territoire et avoir ce qu'on peut appeler une frontière intelligente
qui peut parler, qui peut dire ce qui se passe et qui nous permet de faire de la prédiction. Ma question première avait deux volets. J'avais parlé de la frontière aérienne aussi. Et deuxièmement, quel est le rôle des populations dans cette protection des frontières? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans certains villages, des réticences à pouvoir entrer dans ce mouvement de protection des frontières? Donc, il y a deux termes. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, sur la première question aussi, ce sera important, eu égard à l'actualité internationale, de savoir finalement comment est-ce qu'on délimite les frontières aériennes. Parce qu'on parle d'agression aujourd'hui de territoire, des États, par exemple, qui ont refusé que les États-Unis n'utilisent leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Donc, comment est-ce que la Côte d'Ivoire réussit à délimiter son espace aérien? Alors, je vais répondre rapidement sur cette question. Alors, les communautés sont des acteurs fondamentaux. Et Alassane l'a dit à l'entame. La conclusion de l'Assemblée générale de la PECOGEF, qui recoupe l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO comme AES, a décidé que les populations frontalières seront désormais, plus que jamais, des acteurs de la co-construction de la paix et de la pacification. Des acteurs qui sont placés en première ligne dans la stabilisation de nos frontières, mais de nos États. Parce que l'État commence d'abord par la frontière, parce que sa souveraineté commence d'abord par la frontière. Donc ces acteurs qui sont les personnes, qui sont les communautés, sont en front office. Alors, là, au niveau de la Commission nationale des frontières, nous avons, avec l'appui du corps préfectoral, mis en place un maillage composé des chefs de village, des représentants des femmes, des représentants des jeunes, des groupements, des syndicats. Donc tous ces acteurs-là aujourd'hui participent à cette forme de sécurité communautaire qui permet à l'État de souffler, parce que l'État ne peut pas positionner un policier ou un gendarme à tout point d'entrée du territoire. C'est plus de 3000, comme Diarasouba, c'est plus de 3000 kilomètres de frontières. Donc aujourd'hui, les communautés sont celles-là sur qui nous nous appuyons pour pouvoir assurer la vie, pour pouvoir donner une vie, une dynamique à nos frontières. Et ça, c'est important. Alors, pour la frontière aérienne, les frontières aériennes, alors c'est un exercice qui est déjà dans un cadre juridique qui est surveillé par la SECNA. Très bien. Et aujourd'hui, nous avons demandé de l'expertise au ministère de la Défense et nous sommes en contact avec la SECNA pour venir instruire la Commission, pour voir ce que la Commission peut apporter. Mais je vous signale que dans l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières, il y a un expert du ministère de la Défense, mais également de la SECNA, qui ont contribué à adresser des besoins des frontières aériennes. Sinon, on nous dit qu'on ferait frontière avec le Brésil en termes de frontières aériennes, mais je ne suis pas à l'aise pour développer ces aspects purement techniques. Mais je sais que dans l'espace aérien, il y a une délimitation et nous sommes en attente d'une expertise pour nous accompagner dans ce travail de consolidation de notre frontière aérienne. Je ne sais pas si je dois dire que les frontières ivoiriennes terrestres sont aujourd'hui agressées par un afflux de réfugiés, surtout dans le nord. On sait qu'il y a énormément de réfugiés qui sont arrivés du Ghana, du Mali, mais aussi du Burkina Faso, eu égard à la situation de la menace terroriste. Qu'est-ce que la Commission nationale des frontières ivoiriennes fait pour éviter que les frontières, dans le nord principalement, deviennent des foyers de tension? Alors, il y a toute une batterie d'actions qui est menée par l'État dans cette zone-là, d'abord pour l'accueil de ces flux. Et ce n'est même pas seulement dans le nord, même en Guinée. Actuellement, depuis l'année dernière, nous avons reçu des Guinéens du côté de Gbéléban. Donc, en fait, la Côte d'Ivoire est un oasis de stabilité. Donc, elle attire. Donc, quand il y a des problèmes chez le voisin, tout le monde vient se réfugier en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a terre d'hospitalité, terre d'intégration. Donc les dispositions sont prises au niveau du gouvernement, au niveau du Conseil national de sécurité, pour la prise en charge holistique de ces personnes-là, pour accompagner ces personnes, prise en charge psychosociale, et de sorte que nous sommes à l'aise.
Parce qu'en même temps que nous prenons en charge ces personnes-là, nous assurons la veille stratégique sur l'ensemble de notre territoire et nous accompagnons également ces personnes-là à retourner chez elles lorsque les situations qui ont prévalu à leur déplacement disparaissent. Mais justement, avant qu'elles ne repartent, généralement, quand elles arrivent, et là, elles sont des milliers de personnes dans le nord du pays, principalement, ce sont des gens qui veulent faire des activités, qui veulent nourrir leur famille. Et très souvent, il y a des conflits intercommunautaires qui risquent de naître. Qu'est-ce que vous faites, justement, au niveau de la Commission des frontières? OK. Au niveau de la Commission des frontières, nous avons des campagnes de sensibilisation que nous initions, parce que nous savons que la cohabitation n'est pas facile. C'est cela. Mais ce qui nous rassure, c'est que les communautés qui arrivent ont pour la plupart leurs parents. Ceux qui les accueillent sont généralement leurs parents. Quand vous voyez du côté de l'Ali-Rabat, toutes les communautés, et ça fait l'objet d'un reportage récemment, tous ceux qui arrivent du côté du Burkina ont des parents, donc sont logés au niveau des parents. Et nous, la Commission nationale des frontières, nous avons des activités de sensibilisation, parce que c'est notre mission. Pour renforcer la coopération transfrontalière, il faut développer l'esprit de coopération transfrontalière à travers l'entretien de la coexistence pacifique. Dernière question avant de vous laisser partir. On sait que, justement, vous parlez de coopération transfrontalière et pourtant, au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, bon, j'allais dire de la sous-région ouest africaine de façon générale, AUS y compris, il y a certains États qui n'ont pas encore de commission nationale de frontières comme la Côte d'Ivoire et l'Assemblée générale de laquelle vous sortez du 7 au 10 avril ici à Abidjan le recommande vivement. Comment est-ce que la coopération peut-elle être efficace si certains États n'ont pas le même niveau d'accélération comme la Côte d'Ivoire? Exactement. Question assez intéressante. En fait, toutes les commissions n'ont pas le même niveau de maturité. Il y a des commissions qui ne sont pas encore créées. Donc, mandat m'a été donné en tant que secrétaire exécutif de la plateforme de PECOGEF, de toutes les commissions de l'Afrique de l'Ouest, de mener un plaidoyer auprès des États membres, de sorte que ces commissions-là puissent voir le jour et que ces commissions-là puissent avoir vraiment les leviers nécessaires pour conduire cette coopération transfrontalière. Parce qu'une frontière ne se gérant pas seule, de bout en bout, si je suis le voisin d'Alassane, à l'avant le voisin des docteurs, donc on constitue un ensemble. Donc sur la base du principe de l'interdépendance de la stabilité ou de l'indivisibilité de la stabilité, nous sommes obligés de nous mettre ensemble et l'Assemblée générale a convenu que nous devons accompagner les autres États à mettre en place ces commissions, de sorte que nous puissions pacifier, contribuer à la stabilité et à la sécurisation de l'espace ouest africain. Yakali Diakonaté, merci beaucoup d'être venu ce soir dans la Quotidienne Info. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens, au terme de cet entretien, doivent retenir? Les Ivoiriens doivent retenir que la frontière de la Côte d'Ivoire, les frontières sont sécurisées, que les communautés, pendant longtemps qui se sentaient abandonnées, aujourd'hui sentent la présence de l'État et que ces communautés-là également contribuent à la co-construction de la paix, de la stabilité, de la sécurité. Et cela est à leur honneur. Et nos parents doivent savoir que les frontières présentent aujourd'hui beaucoup d'opportunités économiques et socio-culturelles. Merci beaucoup, Diakali Diakonaté. Je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que vous êtes secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Merci encore une fois d'être venu sur NCI dans la Quotidienne Info pour nous apporter avec force détail tous les éléments que nous voudrions savoir sur la question ô combien épineuse de la gestion des frontières ivoiriennes. Vous restez avec nous, fidèles téléspectateurs, on marque la prochaine pause et on se retrouve pour parler dans la grande actu d'une question lourde de sens. Nation ou parti, qui doit primer? À tout de suite. De l'utile, de l'info, du divertissement et forcément du fun. Yes, vous faites toujours très bien de nous rejoindre comme tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30 pour apprendre aussi des choses. Des invités de choix. La vie n'est pas perdue totalement. Si Dieu t'a enlevé ta voix, il te reste ton corps. Des sujets qui comptent. L'intention de vouloir préparer pour quelqu'un qu'on aime, c'est important. Si quelqu'un t'aime pas, pourquoi tu vas courir après lui? Tout se passera bien, Inch'Allah. Des thématiques, d'actualité. Tu as multiplié sans nécessité des institutions qui en plus seront budgétivores. Je pense que l'État même ivoirien a mis en place aujourd'hui une fiscalité digitale. C'est quand même une très belle initiative. Et une équipe en pleine forme.
tendance donc ma tête est. Jalousie na bango bakokufa nango biso bana ya Nzambe. Je viens avec mon cœur, faut pas blaguer. C'est la télé d'ici avec Cheikh Ivan et ses chroniqueurs du lundi au jeudi à 18h30 sur NCI. Tous les vendredis soirs, la team du Friday Show s'invite chez vous. Les avis s'affrontent sur les sujets qui dérangent. Non, mais il peut faire 1 an, je ne me lave pas à Bikongo. Si Bikongo veut là, il se lave pas à moi. Si jamais c'est pour régler la question du viol conjugal, c'est une bonne chose. Des discussions sans filtre et des rires inattendus. Tu peux être belle dans le miroir, mais en vrai, tu n'es pas belle. Oh, tu oui, mais dans ce cas-là... Les canulars, des karaokés complètement décalés, mais surtout des témoignages inédits et bouleversants. Le problème qui m'amène ici, l'homme en question est un film. Des histoires vraies, racontées pour la première fois. Ça fait 19 ans que j'ai ma femme, et ça serait difficile pour moi de la laisser tomber du jour au lendemain. Le Friday Show, un choc d'émotions. Le Friday Show, le rendez-vous qu'on ne rate plus, tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Toujours dans la actu ce soir, une question lourde de sens. Nation ou parti, qui doit primer? Partout où presque les lignes se brouillent, l'engagement partisan prend le pas sur l'intérêt collectif. On défend les siens avant de défendre la nation. Et à force de tout regarder à travers le prisme politique, c'est le lien national lui-même qui se fragilise. Sommes-nous donc en train de perdre l'essentiel? Le sentiment d'appartenir à une même nation peut-il survivre à la logique des camps? Et surtout, comment refaire peuple quand tout pousse à la division? Docteur Arthur Kamena-Yoboué. Oui, c'est vraiment une question très légitime au regard de notre sociologie, de notre histoire, de notre philosophie et aussi de notre passé historique. Donc, je vais rapidement faire un petit exercice de pédagogie en rappelant ce que c'est qu'une nation. Parce que quand on parle de nation, ça renvoie avant tout à 2 réalités. La réalité objective qui veut que nous partageons un territoire commun, qu'on ait une langue commune, qu'on ait un héritage commun et une histoire aussi partagée. Et cette réalité aussi subjective qui veut qu'on ait la volonté de vivre ensemble. Donc à partir de ce moment-là, on est dans le processus de construction d'un héritage commun qu'on souhaiterait léguer de génération en génération. Mais au regard de ce qu'on a expérimenté en Côte d'Ivoire, à partir depuis les années 60 jusqu'à ce jour, on a constaté des dynamiques. Et dans la construction de la nation, il y a des acteurs stratégiques qu'il faut mettre en évidence. Par exemple, les partis politiques. Quand vous regardez la Constitution, le rôle est donné aux partis politiques de fabriquer la conscience collective, la volonté générale. À partir de ce moment-là, le rôle primordial pour les partis politiques, c'est de faire en sorte que chaque, pas membre d'un État, mais chaque citoyen soit marqué par le sentiment d'appartenance. Ça, c'est l'une des dimensions de la citoyenneté, le sentiment d'appartenance. Et soit marqué aussi par le sentiment de participation à la chose commune, puisque l'État, c'est ça. L'État qui est une entité juridique, nous voulons participer à la chose commune. Donc, à partir de ce moment-là, les partis politiques deviennent des acteurs très stratégiques dans la construction du sentiment d'appartenance. Mais ce qui a été observé, c'est qu'au regard de notre volonté de pouvoir capter un électorat, on a fragilisé le tissu social. Puisque je rappelle, au regard de la définition que j'ai donnée, que nous avons des micro-nations, donc des nations baoulées, des nations abidji, des nations gourou. Mais le but des partis politiques, c'est de fédérer ces nations, les Américains appellent le melting pot, de faire en sorte que nous ayons, à travers la diversité, une unité, un sentiment partagé. Mais ce qui a été constaté, c'est qu'on apprécie, au regard du travail qui a été fait, notre réalité en fonction de notre appartenance politique. Et ça a fragilisé notre manière de vivre ensemble. Mais déjà, est-ce que définir ces sous-groupes qui peuplent le pays comme nation ne va pas justement renforcer cette compréhension, cette croyance de se dire finalement, nous, puisque nous sommes la nation vert et jaune, nous l'emportons sur les autres nations, nous sommes plus importantes. C'est là que les partis politiques devaient faire en sorte que, au regard de la loi,
puisque c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas parler de nation au sens national du terme en mettant une constitution suprême. Parce que quand vous partez dans les micro-nations, chaque nation a ses modes de vie, ses modes de conduite, sa constitution interne. Mais au niveau national, il y a une constitution qui se présente. Et cette constitution-là veut que nous tous, nous soyons égaux face à la loi. À partir de ce moment-là, on n'est pas jugé par rapport à notre appartenance politique, par rapport à notre origine ethnique, mais on est jugé par rapport à la loi. Or, la loi nous dit que nous sommes égaux. Donc, on ne devrait pas, les partis politiques devaient faire en sorte qu'au regard de la loi, on ne se sente pas baoulé, on ne se sente pas xénophobe, mais on se sente ivoirien. C'était le travail des partis politiques. C'était le travail initial des partis politiques. Très bien. De briser tout ce sentiment de supériorité pour mettre tout le monde au pied d'égalité afin que nous tous nous se mettons à la loi suprême qu'on s'est donnée, la Constitution. Très bien. Et pourtant, Shadrack Bogué, il y a cette contradiction qui est assez frappante. C'est que nous avons vécu sous le parti unique des indépendants jusqu'à 1990, avant que le président Félix Houphouët-Boigny finalement ne cède. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai retrouvé l'une de ces vidéos dans lesquelles il disait que le multipartisme ne va pas arranger la Côte d'Ivoire, que finalement, on se retrouverait avec un parti baoulé, avec un parti d'autres BT, parti d'autres ethnies. Est-ce qu'il avait tort finalement? D'abord, je salue la réflexion qui a été menée par mon prédécesseur. Je salue l'exercice pédagogique auquel il s'est livré en donnant la conception, en définissant la conception objective puis subjective de la nation, conception objective allemande, conception subjective française. Et pour revenir à la question, lorsqu'on parle du président Félix Houphouët-Boigny et de cette réflexion qu'il a menée il y a des décennies de cela, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que le multipartisme soit un frein, par exemple, à la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Je me dis aujourd'hui que le défi permanent se situe au niveau de l'éducation qu'on donne aux militants des partis politiques. Il faudrait qu'en interne, dans les partis politiques, on puisse apprendre aux individus, aux militants, que la nation est une et indivisible, que nous sommes tous des Ivoiriens, qu'on peut penser différemment, qu'on peut avoir une vision différente, des idéologies différentes, mais vivre ensemble sur un même territoire donné. Parce que nous sommes rendus compte à un moment donné que la définition, sinon la conception objective allemande de la nation était une conception surannée. C'est la raison pour laquelle on se dit désormais il faudrait qu'on ait un sentiment de vouloir vivre collectif, c'est-à-dire dans le respect des divergences, dans le respect des choix, des croyances et des obédiences des uns et des autres. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend par exemple la République française, il y a plusieurs partis politiques, mais l'existence de plusieurs partis politiques en France ne contribue pas au délitement même de la cohésion nationale française. La cohésion nationale française, elle existe. La France, elle est un exemple. On prend également d'autres pays qui nous entourent. Lorsqu'il s'agit par exemple des grands sujets, des grands défis qui concernent la nation, il faudrait plus ou moins que toutes les intelligences puissent s'asseoir, discuter, réfléchir sans tenir compte de l'aspect partisan, sinon des réalités partisanes des uns et des autres. Très bien. Mohamed Nour Djarasouba, aujourd'hui encore, est-on citoyen avant d'être militant ou vice-versa? Écoutez, d'un point de vue du principe démocratique, c'est un peu comme si on demandait ce qu'il y a des Noirs en Afrique. Bien évidemment, la nation passe avant les partis. Ça, c'est le principe démocratique qu'on connaît. Mais il y a une réalité qui est politique aujourd'hui, une réalité dans laquelle nous sommes dans nos pays, c'est bien l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, nos hommes politiques, il ne faut pas avoir peur de le dire, sont souvent dans les stratégies électorales, sont souvent dans les calculs politiques. Et c'est justement en comprenant cela qu'on voit qu'il y a de vrais défis qui sont là. Le but n'est pas d'éliminer les partis politiques pour qu'on soit citoyen, mais c'est de faire en sorte que justement les partis politiques ne prennent pas le dessus sur la nation. Tout à l'heure, Shadrack parlait de la France. Par contre, moi, je trouve que la France n'est pas le bon exemple. Le fait qu'il y ait beaucoup de partis politiques a bloqué aussi la vie en France. Vous avez vu avec les questions de budget, le 49.3, les États-Unis qui vivent la même chose avec ce qu'ils appellent le shutdown, donc lorsqu'il faut faire passer le budget au Congrès, et même en Côte d'Ivoire ici. Si on veut parler véritablement de nation, on aurait dû avoir un gouvernement qui, par exemple, a un peu des membres qui viennent d'un peu tous les partis politiques. Mais le parti politique prend le dessus sur la nation. C'est une réalité qui est politique aujourd'hui. Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Vous avez regardé dans d'autres pays où, justement, en France, quand Macron il était venu au début, mais c'était des membres de son parti En Marche. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on aimerait par définition que la nation prenne le dessus sur le parti politique. Mais dans les faits, aujourd'hui, dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense que le militantisme prend le dessus sur le citoyen.
Les partis politiques, par essence aussi, sont basés sur des idéologies. Est-ce qu'on gouverne tout le temps avec des personnes qui ne sont pas de notre bord idéologique? On l'a expérimenté en Côte d'Ivoire, je crois, à 2 reprises. D'abord sous le gouvernement Seydou Eliman Diarra, ensuite sous le gouvernement Soro Guillaume, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, avec des militants issus des différents accords que le pays a connus, qui étaient au cœur du gouvernement. Mais est-ce que ça a produit des fruits? Alors, je peux vous dire en oui. termes de développement surtout. Je peux vous dire, ça. Je peux vous dire oui, je peux vous dire non. Enfin, la question, est-ce qu'on gouverne avec des gens qui ne sont pas de notre bord politique? Et c'est ce que je disais tantôt. Voyez-vous, en fait, la politique, il faut la faire différemment. Et je pense que dans les prochaines années, il y aura d'autres formes de politique. Ceux qui ont fait la politique à ce moment-là, bien évidemment, les gouvernements d'union n'ont pas eu un bilan assez satisfaisant. Mais peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou plus, ceux qui le feront, peut-être que le bilan sera beaucoup plus intéressant. Tout est une question de mentalité, tout est une question d'éducation. D'autres pays ont échoué à certains niveaux où nous, on a réussi. D'autres pays ont réussi là où nous, on est peut-être encore à la ramasse, accordez-moi l'expression. Donc ça dépend. C'est du oui et du non à la fois, mais j'ose espérer de mon optimisme que dans quelques années, la politique pourra se faire autrement, que ce ne sera pas forcément le parti politique qui va prôner, mais ce sera plutôt les idéologies, l'idée de se rassembler, l'idée de construire quelque chose ensemble dans l'intérêt d'une nation. Mais Winnie Nguessan, aujourd'hui, est-on encore citoyen avant d'être militant, ou l'ordre s'est-il renversé? En réalité, il faut débuter par des prémices. Vous savez, la nation elle-même, étymologiquement, au Moyen-Âge, était définie comme étant naséré, c'est-à-dire la naissance, l'origine. Et bien plus tard, elle a évolué. Vous avez par exemple une conférence d'Ernest Renan au XIXe siècle qui disait que la nation, c'est un sentiment. La question qui doit se poser est celle de savoir si, en Côte d'Ivoire, nous avons ce sentiment de faire partie d'un même ensemble, d'un tout monolithique dans lequel nous nous sentirons comme étant une famille. Moi, je souscris assez à l'idée du président Houphouët-Boigny, parce que la nation doit précéder le parti. Je m'explique. Il faut d'abord construire la nation, se sentir un avant de penser au côté partisan. Parce qu'on remarque, et pour répondre à votre question, en Côte d'Ivoire, finalement, on est partisan avant d'être citoyen. S'il faut être véridique, vous vous rendrez compte que lorsqu'on n'est pas d'avis avec celui qui est au pouvoir, on est automatiquement, instinctivement dans la contradiction. Toutes les actions sont automatiquement mauvaises. Lorsqu'on est d'avis avec celui qui est au pouvoir, toutes ces actions sont bonnes. Et le travers que je remarque en Côte d'Ivoire, c'est que je ne sais pas si c'est symptomatique ou propre à la Côte d'Ivoire, mais il faut savoir que l'Ivoirien peut se mettre d'accord avec un autre État qui est opposé à son pays à un moment donné. Or, vous verrez que des États européens peuvent avoir des différends en interne, mais lorsqu'il s'agit d'une politique extérieure, ils sont tous unis. C'est là qu'on voit que la citoyenneté dépasse le côté partisan. Et c'est ce que nous devons atteindre. Lorsqu'on regarde la Constitution en son préambule, on se rend compte que la nation en Côte d'Ivoire est une construction. Nous sommes en construction. Et donc, pour répondre à votre question, finalement, je vais chuter en disant qu'on est partisan en Côte d'Ivoire avant d'être citoyen. Quand le parti politique devient, Dr Arthur Kamena Yoboué, plus important que la nation, c'est-à-dire que je suis militant du parti républicain et j'estime que mon parti politique, il est plus important que la nation. Nous sommes dans l'opposition, je conteste tout ce qui se fait. Et d'ailleurs, je peux même aller jusqu'à boycotter ce qui se prend comme décision pour la vie de la nation. Est-ce que c'est le signe de ce que la démocratie est en train de s'essouffler? Avant de répondre à la question, je vais revenir sur l'approche que vous avez eue de Félix Houphouët-Boigny qui avait dit que si on allait au multipartisme, on aurait un parti baoulé. Mais c'est au regard de la construction, mais de la vision qu'il avait de la construction de la Côte d'Ivoire. Rappelons que Félix Houphouët-Boigny était aux heures de la fondation d'une nation, la fondation d'un sentiment d'appartenance à quelque chose de grand. Et il avait une vision. Et quand on le regarde, cette vision continue de perdurer. Donc, à ce moment-là, c'est comme si vous êtes le père d'une famille et vous regardez des enfants qui ne sont pas en maturité, puisque, n'oublions pas, la démocratie, dans sa forme proposée, c'est une forme importée.
une forme importée. Dans sa forme proposée, c'est une forme importée. Donc, à partir de ce moment-là, Félix Houphouët-Boigny se rend compte que il y a différentes catégories d'acteurs qui sont sur son territoire, qui ont de manière différente de choisir quelqu'un. Et il a été proposé de souscrire à un système qui leur échappe. Donc, pour lui, à ce moment-là, il dit, si on va à cela, au regard de ce que nous sommes différents, chacun va appliquer ce système dans son parti, donc dans sa tribu. On n'aura plus ce qu'on veut construire. Donc, fédérons-nous. C'est là que je parle de problème de leadership. Parce que quand on veut construire une nation, n'oublions pas, ce sont des individus qui construisent autour d'un idéal promu par un acteur qui présente une vision claire. Donc, c'est ça le jeu et la beauté même de la construction de la nation. Est-ce qu'on est citoyen avant d'être militant? Ils l'ont développé. Mais la stratégie qui est mise en place en mettant et en souscrivant aux partis politiques, je l'avais signifié, c'est de faire des citoyens, des gens qui participent à la vie du bien commun, qu'on appelle le bien public ou bien la nation. Ces derniers-là, en le faisant, si le processus, c'est pourquoi nous parlons en tant que sociologues, nous parlons de socialisation politique, à partir du moment où c'est le processus qui vous donne les outils de participer politiquement à la vie de votre nation. Donc c'est un processus en continu qui est fait, comme le sentiment d'appartenance qui est construit, mais au regard de la vision qui est présentée, au regard de la stratégie qui est mise en place, au regard même du discours qui est produit. Donc, pour terminer et pour répondre à votre question, si nous nous trouvons dans une position aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on a l'impression qu'à partir d'un moment où quelque chose qui est bien qui est fait par le parti au pouvoir, et que si nous ne sommes pas de ce parti, nous le critiquons, je pense que ce sont les gemmes du colonialisme partisan. Parce que le colonialisme a eu ses effets qui se sont matérialisés. Les gemmes de la manipulation qui ont été idéologiquement promus par les partis politiques et qui continuent d'avoir des effets. Ce qui ne devait pas être le cas. Ce qui amène souvent certains régimes à aller au-delà. Quand vous regardez, je ne prends pas cet exemple-là pour faire l'apologie de cela, mais quand on regarde juste à côté, ils se regardent, je parle de l'AES avec l'exemple du capitaine Ibrahim, lui, au regard des effets de cela, regardez les conséquences à son niveau. Il estime que les partis politiques n'ont plus de place et il a dissous les partis politiques. Et non seulement il dissout les partis politiques, mais aussi il dissout les sociétés civiles. Quelque chose qui est un danger pour moi, qui est un danger dans la construction de la nation, parce qu'on se remet dans une situation qui fragilise. Pour moi, les partis politiques ont leur rôle très important. Et leur rôle, ce n'est pas centrer le débat sur les personnes. Et c'est ce qui a été fait depuis 1960. Centrer le débat sur les personnes, mais sur l'idéologie qui a participé à favoriser les partis politiques, à la naissance des partis politiques. L'idéologie, élément structurant de la construction même de l'individu. Très bien. Shadrack? Je suis totalement d'accord avec ce que disait tout à l'heure Mohamed Nour, en ce qui concerne notamment la constitution des gouvernements d'union qui n'ont pas souvent connu en Côte d'Ivoire des résultats satisfaisants. Mais cela est dû, bien entendu, à la volonté des uns et des autres, c'est-à-dire aux membres de ces gouvernements-là, de vouloir faire prévaloir les aspirations partisanes au détriment des intérêts nationaux. Je prends par exemple un exemple comme ça. Si par exemple le président qui est du parti au pouvoir, par exemple, donne une ligne directrice, il dit j'ai besoin qu'on atteigne tel objectif dans tel secteur ou dans tel domaine précis, le ministre, par exemple, qui est du parti politique de l'opposition, peut faire en sorte que le projet ne puisse pas aboutir ou voir le jour dans ce secteur bien particulier-là. C'est un exemple que je prends comme ça. Pourquoi? Parce que le défaut d'éducation politique, le défaut d'appartenance, de sentiment d'appartenance à cette idée de nation fait en sorte que cet individu-là crée les conditions du sabotage, sinon de l'échec de la gouvernance du président en fonction. Donc aujourd'hui, il faut travailler à pouvoir déconstruire cette mentalité partisane. On peut être partisan, on peut être d'obédiences idéologiques différentes, de chapelles politiques différentes, mais tout de même
conserver cet état d'esprit national, cet état d'esprit républicain, où lorsque aujourd'hui nous sommes dans l'opposition et nous pouvons également faire des propositions, des contre-propositions pour faire avancer le débat et pour également soumettre, proposer des politiques publiques en faveur du développement commun. Et aussi, pour terminer très rapidement, la grande question aujourd'hui qu'on doit se poser, mais est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui, mais les Africains même aujourd'hui, les Ouest-Africains, sont prêts aujourd'hui à mettre de côté leurs intérêts partisans, leurs obédiences politiques, leurs chapelles politiques pour pouvoir faire prévaloir, sinon pour pouvoir mettre au-delà même de tout cela l'idée de la nation? C'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à cet exercice-là? Et je ne pense pas aujourd'hui, au regard de certains facteurs. Peut-être que demain, ça changera. Hein. Peut-être que demain, on pourra avoir des gouvernements d'union dans lesquels on forme une majorité. On a des obédiences idéologiques différentes, on a des valeurs différentes. Mais on se dit quand même qu'il y a une sorte de racines communes qu'on puisse trouver ensemble pour pouvoir participer à la construction de la nation, au développement de la nation et à l'émergence de choses impressionnantes, extraordinaires pour l'avancement de l'État. Vous entendez par gouvernement d'union, un gouvernement avec des membres des différents partis politiques, ou bien un gouvernement qui est la représentation de la mosaïque de peuples que nous avons dans le pays? En général, lorsqu'on met en place des gouvernements d'union, c'est lorsqu'on n'a pas la majorité, en général dans les régimes parlementaires. Mais il peut arriver à un certain moment qu'on ne puisse pas exclure des personnes du gouvernement, de la participation à l'action gouvernementale, si ces personnes-là ont le talent et les compétences nécessaires, requises, pour pouvoir aboutir à la réalisation, sinon à la satisfaction de certaines politiques publiques. Donc vous parlez de membres de partis politiques? Justement. On peut avoir des membres de partis politiques différents qui ont leurs obédiences, mais qui participent à l'action gouvernementale parce que ces personnes-là ont un talent ou ont des compétences qu'ils peuvent mettre à la disposition de leur État, à la disposition de leur pays. Et cela contribue bien évidemment à la construction même de l'idée de nation. Parce qu'ici, on se dit qu'on ne sert pas son parti, mais on a certes son parti politique, on ne sert pas son parti ici, on sert la République, on sert l'État. Oui, docteur Kameno? Oui, je voulais revenir sur un élément important qui a fragilisé, continue de fragiliser le rôle des citoyens. C'est ce que j'appelle la position de l'opposant dans la structure politique en Côte d'Ivoire. Si vous observez bien, les opposants, comme le nom le dit, pour moi, mais on doit le changer. Lorsqu'ils sont dans leur position d'opposant, ils estiment que tout ce que l'État fait est mauvais. Même si c'est quelque chose qui participe à leur bonheur, ils estiment que comme ce n'est pas eux en tant qu'opposants qui l'ont proposé, c'est mauvais. Et tous les partis politiques qu'on a vus ont fonctionné de la même manière, ils ont eu la même structure. Depuis Félix Houphouët-Boigny, la preuve, on a connu l'opposant historique à Félix Houphouët-Boigny qui a traité Félix Houphouët-Boigny de tous les noms. Et on a vu les résultats. Et cette structure-là s'est présentée et s'est démultipliée partout. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça empêche la participation réelle. Si vous regardez bien les Ivoiriens, lorsque moi j'ai beaucoup apprécié la scène des législatives où j'ai vu des personnes, parce que la nouvelle génération est en train de manifester ça, c'est-à-dire que lorsque les surveillants des collèges électoraux, lorsqu'ils vont pour les votes, il peut y avoir des représentants des différents candidats. Ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, une scène que j'ai observée, des personnes, à un certain moment donné de la pause, les jeunes des différents partis politiques vont y manger ensemble, il n'y a aucun problème. Dis, bon, attends, vous êtes au pouvoir, donc allez-y acheter la nourriture, nous, et puis on va manger ensemble. Il n'y a aucun souci. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, parce que des personnes sont proches, par exemple, d'un parti au pouvoir, automatiquement, vous êtes marqué par ce que j'appelle la théorie de l'étiquetage. Donc, vous êtes RHDP, vous, on vous donne une étiquette. Vous êtes PPAC, vous, on vous donne une étiquette. Et c'est dans la mentalité des Ivoiriens qui s'est développée, continue de se développer. Très bien. Et ça empêche la construction, au point où un citoyen lambda sera difficile pour lui de proposer des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je peux me lever, aller voir le RHDP, le PPAC, et dire voici ce qui est bon pour faire. Mais quand vous le faites, la théorie de l'étiquetage vous accompagne pour dire non,
il est avec telle personne, il est avec telle... Alors que nous sommes des citoyens avant tout, qui participons à la construction de notre nation. Donc pour moi, cette manière d'étiqueter, cette manière de faire la politique en étant dans la position d'opposant, a participé à fragiliser le sentiment d'appartenance à la nation. Mohamed Nour? Moi, je crois en une république des valeurs et des compétences. La question des gouvernements d'union avec plein de partis politiques, je ne suis pas très friand de cela. Ce que je voudrais, par exemple, c'est qu'un gouvernement peut se mettre en place avec des personnes compétentes, qu'elles soient de la société civile ou qu'elles soient, peu importe de là où elles viennent, tant qu'elles ont des compétences, tant qu'elles ont justement à cœur l'idée de nation, de dire qu'on le fait dans l'intérêt de la nation. Au-delà même du gouvernement, ça se voit avec certaines institutions. Je parlerai par exemple d'une institution qu'on a, qui est la Commission électorale indépendante, où on a vu le taux de satisfaction qui est assez intéressant pour le président Cubière. Personne ne peut dire aujourd'hui que oui, il est de tel ou tel parti, parce que justement les résultats ont été intéressants. Mais au-delà de ça aujourd'hui, quand on fait le débat entre l'idée de nation et l'idée de militantisme, il faut comprendre qu'il y a des risques qui sont là. D'abord, un premier risque est pour moi la fracture sociale. Au-delà de la fracture sociale, il y a la perte de confiance qu'on a, il y a un affaiblissement aujourd'hui de notre système politique. Et tout ça, ce sont des ingrédients pour moi d'une crise démocratique qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, notre défi à nous, ou quand je dis nous, je parle des populations, c'est de retrouver une sorte d'équilibre. Un équilibre justement entre la compétition politique et la responsabilité nationale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette valeur-là de responsabilité nationale. Comment est-ce qu'on va y arriver? D'abord, il faut qu'on évite la politisation de tout. Alors, on l'a vu même dans le sport, dans le football, on trouve le moyen de politiser des choses. Quand un joueur rate un penalty, on dit non, c'est parce qu'il était contre tel politicien. Parce que justement, on a réussi dans notre pays, à la Côte d'Ivoire, à tout politiser. Même lorsque vous êtes malade, on met ça sur de la politique. Alors que la vulnérabilité aujourd'hui n'a pas de couleur politique. Au-delà même de ça, aujourd'hui, il faut qu'on puisse encourager le dialogue entre les acteurs. C'est vrai, il y a eu des dialogues qui ont eu lieu. Moi, j'ai apprécié l'image il y a quelques jours, les 80 ans du PDCI, lorsqu'on a vu le RHDP qui s'y est joint avec d'autres partis politiques. Ce sont des images qu'on a envie de voir. Ce sont des images qui, pour moi, contribuent quelque part à l'apaisement. La troisième solution, Alassane, c'est la modernisation de notre politique. Il faut qu'il y ait de nouveaux profils, qui soient jeunes. Le renouvellement politique, tout ce qui ne se renouvelle pas finit par se bloquer un jour ou l'autre. Et puis... Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de renouvellement politique, messieurs, mais si on est vraiment réaliste et qu'on observe ces dernières années, en dehors des grands leaders que sont le président Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de figures jeunes qui se débarquent sur la scène. Et pourtant, ces idées-là n'ont pas pour autant disparu. Oui, mais... Est-ce que le problème n'est pas ailleurs, finalement ? Non, ça va prendre du temps avant de se remplacer. Mais attention, quand je parle de renouvellement politique, ce n'est pas une question de Ouattara, de... Un nouveau président, qui soit jeune. Moi, c'est même pas le président de la République. C'est qui donc? Ça commence déjà au niveau des collectivités, de nouvelles personnes qu'on va voir, de nouvelles mentalités. Et on le fait même déjà sur ce plateau. C'est un renouvellement qu'on a par rapport à, justement à des chroniqueurs qui étaient là auparavant. Donc il y a le renouvellement. La vie, c'est une renaissance. La vie, c'est un renouvellement perpétuel. Très bien. Mais je voulais aussi redire quelque chose. Pour finir. Une autre solution, c'est la question de l'information. Le travail que nous faisons très souvent au quotidien, c'est que les citoyens qui sont mal informés, qui sont désinformés, justement, tout ça contribue à l'affaiblissement, justement, de notre idée de nation. Quand on met à l'esprit de quelqu'un que oui, écoute, ce sont telles ethnies qui ont tué tes parents, ce sont telles personnes qui ont fait ça, là, mais tout ça, de génération en génération, ce sont des idées qui se renouvellent. Donc il y a d'abord un problème de mentalité, ensuite un problème de formation, et on va y arriver tout doucement à la tête quand on veut parler du sommet. Très bien. Mais Windeng Guessan. Je pense que tout cela est compréhensible. Il y a deux types d'États. Il y a des nations qui sont devenues des États. Nous avons le cas de certains pays. Et il y a des États qui luttent encore pour devenir des nations. Le véritable problème, pour moi, la priorité, ce n'est pas tant la démocratie, mais la construction de la nation. On a parlé des partis. On s'est été penché sur la question des partis politiques, mais un parti, selon le littré, c'est un groupe de personnes qui s'opposent à un autre groupe. Cela peut être idéologique. Et donc, même sur le plan idéologique, on se rend compte, lorsqu'on discute avec plusieurs personnes, que, par exemple, même la question de l'ivoirité, ce sont des choses qui divisent profondément les Ivoiriens. Absolument. Et les partis politiques surfent sur des divisions déjà existantes. Donc le problème, ce n'est pas tant les partis politiques, mais plutôt les divisions internes qu'on n'a pas su régler.
Parce que pour arriver à la démocratie, il faudrait déjà construire la nation. Et cela se fait notamment par ce qu'on est en train de faire, mais surtout sur le volet éducatif, l'instruction publique, l'éducation nationale. Il faudrait des matières, il faudrait un enseignement dès le bas âge. Je pense que cela se fait un peu, mais encore plus. Dit à celui qui est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ou même celui qui vient d'arriver dans le pays et qui veut faire partie de cette nation, qu'il est un membre à part entière de cette idéologie nationale. Cela doit être inculqué dès le bas âge. Parce qu'on aura beau remplacer les hommes et tout, mais les idées demeurent. C'est cela. Et c'est cela le véritable problème qui se pose et qui s'impose. Et donc on devrait revoir le curricula de formation depuis l'école primaire et dire finalement aux enfants de Côte d'Ivoire que en fait il n'y a pas de nation Baoulé ou de nation Bété ou Djoula ou Sénoufo, mais il n'y a qu'une seule nation, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je voudrais juste dire une chose. Oui. Il y a une question. Autour de quoi tous les Ivoiriens sont unis, sans aucune distinction? Football. Autour du football. La SEC Mimosa. Les seuls points sur lesquels... Non, c'est plutôt la sélection nationale. La sélection nationale. Les seuls points sur lesquels les Ivoiriens sont unis sont en général le domaine du divertissement. Et je pense que tout le monde s'arc-boute autour de cela parce que dès qu'on sort de ces milieux, tout n'est que division. Donc on doit trouver des points d'ancrage qui fondent la nation ivoirienne en vue de créer, bien sûr, cette nation. Très bien. Concrètement, comment est-ce qu'on va réconcilier le parti et la nation, Dr Arthur Kampenan-Yoboué? Pour moi, il y a une seule chose. Nous sommes en train de parler d'une réalité qui a été produite par les partis politiques. Parce que je pose cette question, Dr Kamena, parce que tout ceci vient d'un constat. Hein. Cette émission, ça vient d'un certain nombre de constats qu'on a fait tous ensemble depuis le lancement de cette émission. Et dont l'un des plus flagrants, c'était la tentative d'incendie de la chambre à gaz de Foxtrot, qui aurait été mais vraiment incalculable, aurait eu des conséquences inimaginables pour l'ensemble des Ivoiriens. Et donc, on en est arrivé à prendre des élections, de simples élections, pour tenter de détruire la vie de milliers de personnes. Ce sont des actes de nature terroriste, comme ça a été qualifié par le procureur de la République, mais les gens l'ont fait sur la base, selon ce qu'on a entendu, de convictions politiques. Vous savez, le mal, quand j'ai observé cela, je me suis posé une seule question. Il dit, si quelqu'un arrive à vouloir tout brûler, y compris lui-même sa vie, parce que lorsqu'on regarde, si la scène avait eu lieu, lui-même il serait un kamikaze. Donc si quelqu'un est prêt à ôter sa vie, en brûlant tout, ça signifie que le mal est très profond. Et quand vous regardez les crises que la Côte d'Ivoire a connues, ces crises ont un impact, non seulement sociologique, mais aussi psychologique sur les individus. Vous ne connaissez pas les ramifications profondes. Et je pense qu'à un moment donné, pour guérir en griffe, pour réunir les Ivoiriens avec leur passé, il faudrait que les autorités, moi c'est ce qu'il faut, les autorités s'asseyent et questionnent les réalités qu'il faut questionner. Parce que les Ivoiriens se posent beaucoup de questions sur l'origine de telles choses, si se partagent, se jettent les balles, si qui a fait quoi, qui a fait quoi. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Et pour moi, ces questions sans réponse, ça peut conduire à des actes inimaginables. Ceux qui ont été à la base de cela, on constate et j'insiste, ce sont les acteurs politiques, au regard même de la nature du pouvoir. Le pouvoir a ses raisons que la raison ignore. Parce que quand nous sommes en politique, nous allons pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Dans la volonté de rester au pouvoir, les acteurs politiques ont fait tout, sauf certainement en étant des hommes politiques, ont fait des choses inimaginables. Et ont créé ce que j'appelle une crise de leadership de haut niveau, non seulement au sein des partis politiques, mais qui ont eu des conséquences sur la nation. Donc pour moi, cela revient à créer un modèle de leadership qui doit être enseigné. Or, le leadership, c'est quoi? C'est une vision claire. On ne doit pas analyser notre réalité en fonction des visions partagées. Il faut trouver un leadership clair dans lequel chaque individu peut se retrouver. Quel est le modèle de pays, de nation qu'on veut? Est-ce que ce modèle-là, ça prend en compte nos enfants, nos générations? Si je pense que si ça s'est clarifié,
tout le monde va se mettre. Et on pourra même adhérer en faisant quoi? En modifiant nos constitutions, en prenant des démarches qui vont vraiment participer à la construction de cette nation. Mais si, dans notre manière de construire la nation, une partie se sent écartée, je pense que c'est là le mal. Très bien, merci beaucoup, Dr Arthur Kamena Yobo. Je rappelle que vous êtes sociologue du politique. Merci pour vos analyses sur ce sujet. Merci à vous aussi, Shadrack Bogué, consultant en défense et sécurité internationale. Mohamed Nourdiarasouba, consultant en communication politique. Bewine Nguessan, le seul juriste du plateau. C'est la fin de ce débat. Merci donc à vous, messieurs, pour vos analyses. Merci à nos chroniqueurs aussi pour leurs éclairages durant toute la semaine. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et aux équipes de rédaction qui rendent cette émission possible chaque jour. Tant que l'actualité rythmera nos vies, la quotidienne info sera toujours là pour la décrypter, l'analyser et la mettre en perspective. On revient lundi, si Dieu le veut. Passez une excellente soirée sur NCI. Le coffre magique revient pour une nouvelle saison avec plus de surprises, plus de suspense et plus de défis.